Audience du chef de l'État, Madame Edith Cresson, ancien Premier ministre français, chez le président Alassane Ouattara. Elle a exprimé sa joie d'être en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, journée mondiale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, les populations sont invitées à pratiquer l'économie verte. Le message du gouvernement dans ce journal. Et puis au Sénégal, réaction mitigée à l'annonce de la création d'un groupe de travail pour l'affaire Hissène Habré. Bonjour à toutes et à tous. L'ancien Premier ministre français, Madame Edith Cresson, a été reçue en audience hier lundi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au sortir de la rencontre, Madame Edith Cresson a saisi cette occasion pour souligner l'évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale et surtout les perspectives intéressantes, notamment en termes de croissance. Abiba Damblessaoui. Venu en Côte d'Ivoire pour prendre part au colloque sur la culture de la paix en Afrique, organisé par l'UNESCO, l'ancien Premier ministre français, Madame Edith Cresson, a été reçue en audience lundi dans l'après-midi par le président de la République, Alassane Ouattara. Au sortir de la rencontre, qui a eu pour cadre le palais de la présidence de la République, Madame Cresson a dit sa joie d'avoir été reçue par le chef de l'État. Elle a saisi cette occasion pour souligner l'évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale et surtout les perspectives intéressantes, notamment en termes de croissance. Je suis très honorée d'avoir pu passer un moment avec le président. Je sais que notre pays a traversé une période difficile, mais que les choses vont quand même beaucoup mieux. Et puis que vous avez des perspectives très intéressantes devant vous, ne serait-ce que la croissance qui s'affirme. J'ai rencontré aussi beaucoup ce matin de personnalités qui étaient très motivées, c'est-à-dire une grande énergie, c'est ça ce que j'ai ressenti, un grand désir de bien faire, de progresser. Notons que le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Georges Serre, ont assisté à cette audience. Depuis hier se tient à Abidjan un forum international de réflexion sur la culture de la paix en Afrique de l'Ouest. Il est organisé conjointement par l'UNESCO et le Centre d'études et de prospectives stratégiques en collaboration avec le gouvernement ivoirien pour répondre aux besoins des pays africains en situation de crise et de conflit. Alvorassa. Les responsables de l'UNESCO, les membres du Centre d'études et de prospectives stratégiques CEPS, des experts ivoiriens et internationaux sur les questions de paix et des membres de la société civile ivoirienne et de l'Afrique de l'Ouest vont réfléchir pendant 2 jours sur le thème « Culture de la paix en Afrique de l'Ouest », un impératif de développement économique et une exigence de cohésion sociale. Les différents intervenants, Michel Brogoua, délégué Afrique de l'Ouest du CEPS, Tribo Laspierre, délégué général du CEPS, Ambroise Nyonsaba, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Edith Cresson, ancien Premier ministre français, et Lala Aïcha Ben Barka, sous-directrice générale de l'UNESCO, ont dit que les réflexions que vont mener toutes ces personnalités permettront de trouver des pistes d'action novatrices pour la culture de la paix sur le continent africain. La rencontre d'aujourd'hui est une réponse de l'UNESCO à l'appel lancé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en vue de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. La 36e session de la conférence générale de l'UNESCO a décidé de recentrer le programme de l'organisation en vue de promouvoir une authentique culture de la paix et de mettre en œuvre un programme intersectoriel et interdisciplinaire pour une culture de la paix et de la non-violence. La sous-directrice de l'UNESCO a par ailleurs félicité le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Jeannot Ahoussou Kouadio, le gouvernement ivoirien et le président du PDCI RDA, Émir Ikona Bédié, pour les actions qu'ils mènent pour le retour de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, qui a ouvert les travaux au nom du gouvernement ivoirien, a dit que ce forum suivra les sillons tracés par le Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé en 1989 à Yamoussoukro par l'UNESCO, en présence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Après les convulsions sociopolitiques
qui ont fortement secoué les fondements de la Côte d'Ivoire, les présentes assises en terre ivoirienne s'offrent à tous comme le signal d'une renaissance. Ce forum est également une opportunité tant pour notre pays que pour toute la sous-région. Les résultats des travaux de ce forum international de réflexion sur la culture de la paix permettront, selon les participants, de proposer des solutions pour la résolution des conflits ou les prévenir. Les travaux de ce forum donc, sur la culture de la paix se poursuivent depuis ce matin et c'est aujourd'hui après-midi qu'arrive à Abidjan la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova. L'organisation des députés en groupe de travail s'est achevée hier à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rendu publique la composition des bureaux des 6 commissions permanentes de la nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Thomas Benchi pour plus de détails. Lors de la session extraordinaire du 23 avril dernier à Yamoussoukro, les commissions permanentes ont été constituées et leurs présidents désignés. Il restait donc à répartir les députés entre les 6 commissions et constituer les bureaux. C'est ce qui a été fait ce jour à Abidjan, mais en dehors du siège de l'institution, toujours inexploitable. Les députés sont donc répartis en nombre égal au sein des commissions qui comptent chacune un président, un vice-président, un rapporteur général adjoint et 2 secrétaires. Les 6 commissions sont la commission des affaires générales et institutionnelles présidée par Maître Afoussiata Bambalamine, la commission économique et financière présidée par le député Kone Brahima Yves, la commission des affaires sociales et culturelles, président M. Fregbo Guédé Basile Mesme, la commission de la sécurité et de la défense présidée par le député Oulata Gaoudi Pierre, la commission des relations extérieures présidée par l'honorable Aou Emilienne Bobiassa. Enfin, la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, présidée par Madame Kayo Laa Clarisse. Le président Guillaume Soro estime donc que l'Assemblée nationale est fin prête. Sur cette base, les commissions peuvent valablement se mettre au travail en vue de permettre à la représentation nationale d'accomplir ses missions régaliennes de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale. La conférence des présidents se réunira bientôt pour établir le calendrier parlementaire qui inclura la vérification de l'exécution des budgets de 2004 à 2010, l'Assemblée nationale ayant été saisie de 7 projets de loi de règlement budgétaire. Aujourd'hui, c'est la 40e journée mondiale de l'environnement. Les populations sont invitées à pratiquer l'économie verte. Le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien a été dit par le ministre Alakwadjo Remi, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Juliette Ouéa. La 40e journée mondiale de l'environnement est l'occasion pour chaque pays de faire le bilan des activités menées et celles prévues selon son inspiration à vivre dans un environnement sain. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale a eu pour conséquence d'aggraver les problèmes environnementaux. C'est donc pour cette raison que de nombreux projets, dont la préservation des parcs et réserves, la restauration des baies lagunaires et la dépollution complémentaire des sites contaminés par les déchets toxiques, ont été initiés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les populations sont ainsi invitées par le gouvernement à pratiquer une économie verte, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, privilégier une économie socialement inclusive et gérer durablement les ressources. Oui, il ne peut y avoir d'économie verte et prospère sans le soutien et l'engagement ferme de chaque citoyen et de chaque habitant de ces pays. Développer une conscience écologique est un objectif majeur de l'action gouvernementale. Des efforts seront donc déployés dans cette perspective. Toutefois, la détermination individuelle est névralgique pour réunir les conditions du succès. C'est pourquoi je ne saurais terminer mon propos sans exhorter chacun de nous, habitants de ces pays, à saisir les opportunités offertes par l'économie verte. Et c'est cet après-midi que la Côte d'Ivoire va célébrer cette 40e journée mondiale de l'environnement. L'événement va se dérouler à l'hôtel du district d'Abidjan. Le ministre de l'économie et des finances était hier l'invité du journal télévisé de 20h. Charles Dibi Kofi a fait le point de la situation financière et économique de la Côte d'Ivoire en un an après la crise post-électorale. Nous vous proposons un extrait de son intervention.
Lorsqu'un pays connaît un an de crise selon certains grands économistes, c'est 10 ans de perte de croissance. Je peux dire que globalement, la Côte d'Ivoire a connu 10 ans de crise, ce qui veut dire que c'est 100 ans de perte de croissance. Mais en un an, nous passons d'une récession à une résilience et à une croissance. C'est extraordinaire. Mais qu'on sache également que, vous savez, la mise en état, la remise à niveau d'une économie ne se fait pas aussi facilement. Mais j'estime que le gouvernement a fait le nécessaire. Et nous continuons de faire le nécessaire. Nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble de notre économie croisse ensemble. Et qu'il ne faut pas seulement tirer la croissance par un seul secteur. Le secteur primaire doit jouer son rôle. Le secteur secondaire doit jouer son rôle. Et le secteur tertiaire doit jouer son rôle. Et en même temps faire en sorte que notre économie devienne compétitive et qu'en même temps nous puissions attirer les investissements directs étrangers qui nous permettront justement de réduire le problème des emplois. Voilà, c'était le ministre de l'économie et des finances Charles Kofi Divi sur le plateau du journal télévisé de 20h d'hier. Avec la normalisation et le potentiel de la Côte d'Ivoire, des investisseurs veulent participer à la relance économique. Plusieurs hommes d'affaires se sont succédés ce lundi au cabinet du ministre du Commerce Dagobert Banzio avec la ferme volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire qui ambitionne être un pays émergent à l'horizon 2020. Le compte rendu de Lassana Ouattara. Agenda bien chargé pour le ministre du Commerce, Dagobert Banzio, avec la visite de plusieurs délégations d'hommes d'affaires. Plusieurs investisseurs venus de la région Rhône-Alpes en France, présents à Abidjan dans le cadre de la mission Focus Côte d'Ivoire, ont rencontré le ministre du Commerce. Nombre de gens de chez vous ont été formés dans nos écoles, dans les écoles de la région lyonnaise. C'est important pour nous quand nous arrivons. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont formés au métier et qui savent faire. On n'a pas besoin d'emmener tellement de gens de France pour venir travailler ici. Le ministre Dagobert Banzio a tenu à rassurer la délégation composée de chefs d'entreprise de haut rang exerçant dans divers domaines sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Au niveau de la CEDEAO, nous pensons qu'il y a un potentiel et que les pays développés, nos partenaires, la France, les hommes d'affaires pourront donc venir investir et contribuer à la relance de nos économies. Cette délégation a été suivie par des responsables d'une entreprise américaine désirant investir dans l'agro-industrie. Donc nous sommes dans la phase première d'investigation pour les investissements dans le domaine du palme. Et donc nous demanderons le support du ministère et du ministre du Commerce. Et nous sommes heureux pouvoir constater qu'on est accueillis les bras ouverts. Une délégation de l'agence gouvernementale de promotion de l'économie singapourienne a aussi rendu visite au ministre ivoirien du Commerce. Elle est venue lui annoncer la volonté de voir la Côte d'Ivoire participer au forum Afrique-Asie en août prochain et y saisir les opportunités d'investir. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire divisionnaire Djagouri Nyawa, était hier sur le plateau du journal télévisé de 20h pour un communiqué. Nous vous proposons un extrait de ce communiqué. En 2006, une opération d'acquisition de terrains nus a été initiée par la société immobilière azurienne de promotion au profit des policiers. 4111 policiers y ont souscrit. Les lots et les lettres d'attribution devaient être disponibles 6 mois après. Cela n'a pas été le cas. Les sommes précomptées sur les salaires des policiers ont été logées à la Banque pour le financement de l'agriculture, BFA, sur un compte séquestre. À la date du 6 février 2012, ce compte était effectivement créditeur de 4 566 millions de francs CFA. L'opération a connu des blocages parce que le promoteur, M. Guégué Louis Durand, n'a pas purgé les droits coutumiers des propriétaires terriens. Par courrier en date du 4 avril 2012, M. Yeboué Barnabé, directeur général de la BFA, a demandé la main levée sur la somme de 2 479 207 250 francs CFA, correspondant au prix d'achat de 1483 lots pour lui permettre de créditer le compte du promoteur
afin de purger les droits coutumiers des propriétaires terriens. Alors que le compte séquestre du fonds de prévoyance de la police nationale a été effectivement débité, le compte du promoteur n'a pas été crédité. Les travaux n'avançant pas sur le terrain, la haute hiérarchie de la police, après plusieurs réunions de relance et dans le souci de préserver le climat social et sauvegarder les intérêts des policiers, a mis à la disposition de la direction de la police économique et financière, ce jour 1er juin 2012, messieurs Didier Louis Durand, DG de l'Azuren de promotion, et Yeboué Barnabé, DG de la BFA, pour élucider cette affaire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tient à rassurer tous les policiers souscripteurs, aussi bien de l'opération azuréenne que de l'opération Sophia, que leurs intérêts seront sauvegardés. Fait à Abidjan le vendredi 1er juin 2012 pour la police nationale, le porte-parole. Je vous remercie. Le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, a reçu hier lundi 2 délégations de la Poste et de la TCI. Elles sont allées chez Bédié pour lui exprimer leur gratitude et recevoir de lui également des conseils pour mener à bien les tâches qui leur ont été confiées. Thérèse Tapeyoboué. Élu secrétaire exécutif en avril, lors de la conférence des ministres de la CEDEAO en charge des postes à Abidjan, à Cap-Roublez, accompagné des premiers responsables des postes ivoiriennes, est venu exprimer sa reconnaissance au président du PDCI. La délégation a profité de cette occasion pour présenter cette structure. C'est une mission que je vais accomplir au nom de la Côte d'Ivoire et j'ai donc la satisfaction de savoir qu'à travers moi, c'est la Côte d'Ivoire qui doit se faire valoir dans cette organisation-là. C'est une structure postale sous-régionale qui donc est affiliée à la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons donc redynamisé notre structure et la mission principale, c'est rendre la poste plus forte en Afrique de l'Ouest. Deuxième personnalité a été reçue par le président du PDCI, Biné Diéméléou, directeur général de la TCI. C'est un poste important et je mesure moi-même l'ampleur de la tâche. Je suis capable d'assumer tous les défis qui se présenteront à moi. Donc je vais lui dire merci pour cette grande marque, non seulement de sympathie, mais de confiance qu'il place en moi. La TCI veille afin que tous ceux qui opèrent dans le secteur des télécommunications se conforment aux règles établies. Les populations de la commune de Yopougon quartier Andokwa ont été exhortées à la cohésion sociale et à la promotion de la paix. Plusieurs sous-quartiers ont été appontés par l'ancien député maire Doucouré Moustapha en sa qualité d'artisan de paix. Eugène Atoubé. Le quartier Andokwa à Yopougon. C'est par ce sous-quartier que Doucouré Moustapha, ancien maire de Yopougon, a entamé cette journée placée sous le signe de la réconciliation. Au nom de l'association Lokwa, unissons-nous en langue d'an, la présidente Monet Alphonsine a dit l'engagement de tous et de toutes à œuvrer pour la réconciliation et la reconstruction. Après exemple, Andokwa Château. Ici aussi, on a parlé réconciliation. Le docteur Doucouré Moustapha d'indiquer que la réconciliation est l'affaire de tous. Les habitants d'Andokwa Château ont saisi cette occasion pour présenter un chapelet de doléances. Ce sont des problèmes de route, de marché, d'école et le chômage de la jeunesse. L'ancien député maire de Yopougon s'est engagé à soutenir et accompagner ses habitants des sous-quartiers de Yopougon. Une page santé dans ce journal. La campagne de prise en charge des enfants souffrant de bec de lièvre a démarré hier au CHU de Trècheville. Pendant 4 jours, plus de 60 enfants seront opérés gratuitement. Patricia Oumouetia. Bec de lièvre. Ils ont été sélectionnés pour bénéficier d'interventions chirurgicales gratuites au service de chirurgie du centre hospitalier et universitaire de Trècheville. Veille promise 5 mois. Fait partie des premiers bébés retenus pour l'intervention de ce jour. Selon le professeur Crésois du service de chirurgie, l'enfant est né avec une fente labiale. On rapproche les muscles, la peau et la muqueuse. En termes techniques, c'est chyloplastie, c'est-à-dire qu'on fait une mobilisation des tissus
de la lèvre pour pouvoir les rapprocher et puis fermer. C'est le premier enfant de Yoro Marie-Thérèse. La maman se sent soulagée. Elle indique également être impatiente de retrouver le nouveau visage de son bébé. Je l'ai pris comme une personne normale, comme tout autre enfant. Donc je n'ai jamais été frustrée. Donc aujourd'hui, c'est une joie parce qu'elle pourra sortir avec ses amis, les gens ne pourront pas la regarder d'une manière. Le bec de lièvre est une malformation de la bouche due à un défaut de fusion du bourgeon nasal interne et du massif maxillaire supérieur. L'anomalie se met en place à la 6e semaine de grossesse et est due à l'alcoolisme, au diabète et à certains gènes familiaux. À Yamoussoukro, les moments ont été célébrés en présence de Mme Henriette Konan-Bédié avec au programme une remise de cadeaux. Retour sur cette fête des mères avec Thérèse Tapé-Yoboué. Appelée affectueusement la maman des handicapés, Henriette Konan-Bédié a dit « Ma joie de vivre, c'est la joie de mes concitoyens ». Cette maxime a une illustration parfaite en Ndripakom. J'étais né infirme. Le pied droit était plié. Et avec cet handicap, tout le monde se moquait de moi. Même dans le village, on me traitait de maudit parce que j'avais une jambe pliée. Et comment faire pour marcher? Dieu merci, j'ai croisé un ange. Mon ange c'est qui? C'est maman Henriette Konan-Bédié. Je lui ai exposé mon cas. Elle a pris l'engagement de m'aider. Et jusque-là, elle m'a offert une prothèse en 99. La prothèse de 99 jusqu'en 2012, la prothèse était totalement bousillée. Mais elle m'a encore pris en charge. Sorti fraîchement de l'hôpital il y a une semaine, ce jeune homme a tenu à exprimer sa gratitude, sa reconnaissance à sa bienfaitrice en lui offrant un cadeau du fond de son cœur. Ndripakom se marie en décembre et tout naturellement, sa marraine, c'est Henriette Konan-Bédié. Kofi Amena Marie, 5 accouchements, 19 enfants. Veuve depuis l'an dernier. Amena et ses enfants ne vivent que de la récolte du manioc et de l'igname de leur petite parcelle. C'est vrai, dit-elle, Madame Bédié m'a aidé en cette fête dédiée à la maman. Mais je souhaite que le président de la République me vienne en aide pour que je puisse avoir une autonomie. Amena Marie est âgée aujourd'hui de 52 ans. Au Sénégal, le gouvernement a mis en place un groupe de travail pour suivre l'affaire Hissène Habré. L'ancien président tchadien qui vit en exil au Sénégal depuis 1990 est notamment poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais la tenue de son procès a été repoussée à plusieurs reprises. À travers ce groupe de travail, le gouvernement veut montrer sa volonté de mener ce dossier à son terme. Mais pour cette affaire, les réactions sont mitigées. Regardez. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Hissène Habré, du nom de l'ex-chef de l'État tchadien, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Le gouvernement sénégalais met en place un groupe de travail pour réfléchir aux conditions d'organisation du procès de l'ancien dictateur, réfugié à Dakar. Une décision considérée par les avocats d'Hissène Habré comme une perte de temps. Hissène Habré ne peut plus être jugé et il ne peut plus aussi être extradé vers la Belgique. Il y a la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a été très claire et qui a dit que le Sénégal ne pouvait plus juger Hissène Habré. Pour une fois dans l'affaire Habré, la défense et l'accusation semblent être sur la même longueur d'onde. Les victimes des crimes de l'ancien président tchadien pensent que la création du groupe de travail ne fera pas avancer leur dossier. En principe, les victimes et les conseils que nous sommes devraient se réjouir de cette nouvelle initiative sénégalaise, mais hélas, nous avons connu tellement de déceptions qu'on est forcément sceptique. Selon une commission d'enquête tchadienne, le régime d'Hissène Habré serait responsable de plusieurs crimes. Des crimes ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de milliers d'opposants politiques. Cela fait 6 ans qu'à la demande de l'Union africaine, le Sénégal s'est engagé à organiser son procès. Mais depuis, toujours rien.
Et puis en bref, le Nigeria avec cette enquête sur le drame de Lagos. D'après l'aviation civile, les 2 moteurs de la Dana Air sont tombés en panne juste avant que l'avion ne s'écrase sur un immeuble dimanche soir. Les 2 boîtes noires de l'avion récupérées, 137 corps extraits des décombres. L'appareil transportait 153 passagers. On ne connaît toujours pas le nombre de victimes au sol. Et puis il y a eu un autre crash le 2 juin à Accra qui a fait une dizaine de morts et de nombreux blessés. Suite à cet accident d'avion, le président de la République Alassane Ouattara a adressé un télégramme de condoléances au président de la République du Ghana, John Ivan Atta Mills. Dans ce télégramme, le président Alassane Ouattara adresse au peuple frère du Nigeria la compassion et la solidarité du peuple ivoirien. Faisons maintenant le tour du monde en bref. Première destination, l'Irak. Attentat suicide en Irak à Bagdad. Une voiture piégée a détruit le siège d'une fondation religieuse chiite, faisant au moins 22 morts. L'attentat a fait une 60aine de blessés. Sur place, les ambulances et secouristes s'activent. D'autres personnes seraient encore enfouies sous les décombres. L'institution visée était en conflit avec son équivalente sunnite au sujet du contrôle du mausolée chiite de Samarra, d'où la crainte de nouvelles tensions confessionnelles. L'Iran met en garde Israël contre toute attaque de ses sites nucléaires. Dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la mort du fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini, l'ayatollah Khamenei a déclaré « Une attaque d'Israël retombera comme la foudre sur la tête de l'État hébreu ». Selon le guide suprême iranien, les Occidentaux mentent sur le danger nucléaire iranien. Cet avertissement tombe alors qu'Israéliens et Américains ont recommencé à évoquer l'éventualité de frappes militaires depuis l'échec des négociations de Bagdad en mai dernier. Ouverture à Paris du procès en appel de Jérôme Kerviel. L'ancien trader de la Société Générale avait été lourdement condamné en première instance en 2010. 5 ans de prison dont 3 fermes, 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. Jérôme Kerviel a répété qu'il n'était pas responsable de la perte de la banque et que sa hiérarchie était au courant des opérations. Actualité sportive, la Côte d'Ivoire a entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 en battant samedi dernier la Tanzanie par 2-0. Cette rencontre qui était la première du coach Lamouchi n'a pas laissé de souvenir au public. La conquête de l'affection des supporters va être difficile. Une analyse de Benson Pierre Aka. Si elle croyait faire mieux qu'à la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur en nous édifiant avec un style Lamouchi lors de ce Côte d'Ivoire-Tanzanie, la fédération s'est lourdement trompée. Elle le sait, jamais l'équipe de Côte d'Ivoire, avec la présence de son capitaine, n'a laissé la moindre place vide au stade Félix Houphouët-Boigny. Le public, en ne remplissant pas le Félicia, a envoyé un message bruyant aux responsables du football ivoirien. Il n'a pas apprécié ce qu'il considère comme une désinvolture dans le management de son équipe adorée. Les spectateurs qui ont malgré tout assisté à la rencontre sont repartis mécontents du spectacle qui leur a été servi. L'analyse critique objective d'un éventuel style Lamouchi commande que l'on respecte certains critères dans le temps. Un seul match ne suffit peut-être pas pour juger l'entraîneur, mais quand on arrive en faisant l'unanimité contre soi, on peut sur un match atténuer les appréhensions et susciter un peu d'espoir. La Côte d'Ivoire a donc battu la Tanzanie, ce que toute la terre sportive avait prévu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En définitive, battre toutes les équipes de la poule et se qualifier pour le mondial, c'est du déjà vu, du déjà fait, on applaudira sans doute. Le seul challenge véritable de Lamouchi, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est certes du déjà fait en 1992, mais qui est du tellement attendu depuis. Bon courage, coach. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.